Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Clique dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions à travers le temps. On parle de toutes les cultures, cinéma, jeux vidéo, manga, littérature. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un master du manga, puisqu'il s'agit de Urasawa. Qui dit homme de génie dit plateau génial. Nous avons avec nous Stéphane, journaliste chez Télérama. Très ravi de t'accueillir chez nous pour la première fois. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. À ta gauche, Alexis, journaliste également et aussi créateur du site référence sur Urasawa, La Base Secrète. Bienvenue également pour ta première chez nous. Salut. À ta gauche, nous avons Val, qui lui n'est pas à son coup d'essai. Hein. Tu es un habitué, journaliste. J'ai mon oreiller à côté. Hein. Exactement, journaliste, spécialisé Japon et Japanimation et manga dans le collectif Egami. C'est bien ça, ouais. Bienvenue parmi nous. Alors les amis, nous avons la lourde tâche d'aborder une légende. Hein. On est là pour ça. On va parler d'Urasawa. Commençons par le début, commençons par la jeunesse de Urasawa. Qu'est-ce qu'on peut dire pour commencer cette vaste histoire que celle d'Urasawa, déjà sur sa jeunesse? C'est un auteur qui est assez disert sur son enfance, dont il la revendique et il s'en sert. Ça l'a construit et il est pas timide dessus. Donc ses parents s'étaient séparés peu après sa naissance. Il a vécu avec sa mère. Il a pas été à la maternelle. Il va en école primaire après, mais du coup, ça l'a construit dans son identité de ces enfants qui grandissent un peu plus vite. Ou en tout cas, c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'il ressent. Sa mère, après, s'est remis avec son père et ça a perturbé un peu son équilibre. Il avait l'impression que c'était un peu forcé pour plein de raisons. Et cette enfance-là l'a amené à avoir ce regard très particulier sur les enfants, les adultes et la vie en collectif, en société. Alors c'est dès cet âge-là qu'on va retrouver des éléments dont on parlera plus tard, notamment sur, tu disais, les enfants, les adultes, le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est quelque chose de très présent déjà, donc c'est de là d'où ça vient. Enfin, je pense après, il faudrait demander à un psy pour aller plus loin, mais je pense que oui, ça l'a complètement marqué, ça l'a construit dans son identité. Et aussi, c'est à ce moment-là où il a eu sa première claque de manga. D'ailleurs, Alexis, si tu veux... Ouais. Et même juste sur ce qu'il a construit, effectivement, le fait qu'il ait une famille un peu éclatée, on retrouve ça aussi dans tous ses mangas. Tous ses héros viennent de familles un peu spéciales. Enfin, Yawara qui vit avec son grand-père, qui est un peu à la recherche de son père. Il y a ce motif à chaque fois. Et comme il grandit tout seul dans cette maison, donc dans les années 60, c'est en fait, d'abord, il s'invente un ami imaginaire en regardant son miroir, qu'il appelle Smith, et qui, dans sa tête, est un espion dans une base américaine. Donc effectivement, sur le côté psy, on peut s'interroger. Et il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Et ensuite, effectivement, il tombe sur des mangas d'Osamu Tezuka, donc, notamment Le Roi Léo et Astro, le petit robot. Et plus précisément Astro, le robot le plus fort du monde, qui est un des récits les plus connus et qui va ensuite lui inspirer plus tôt. Et en fait, pour lui, c'est une vraie révélation. Et il passe des journées entières à recopier les personnages de Tezuka sur toutes les feuilles de papier qu'il trouve sous la main. Et il signe tous ses dessins du nom de Tezuka parce qu'il se dit, en fait, c'est pas mes personnages, c'est ceux de Tezuka. Justement, on va pouvoir regarder un magnéto où il nous en parle de cette fameuse passion pour Tezuka. Tezuka, pardon. 話せば53年ぐらい前の話になるんですけど、目の前に手塚先生の本が2冊あって、それをずっと見ながらそれを真似しながら、5歳の頃にはその絵を真似してそこに手塚治虫ってサインを書いていたような子供だったんです。Vous signez Tezuka? 学校上がる前に手塚治虫っていう漢字は書けてました。そうですね。ひよこが生まれて最初に見たものを親と思うようなもので。Alors, comme tu le précisais, c'est quand même incroyable de voir que Urasawa, avant même de savoir écrire autre chose, il savait écrire le nom de Tezuka. On le rappelle, Tezuka, c'est le père du manga comme on le connaît aujourd'hui. Et ça, c'était une interview. On va voir plusieurs extraits durant l'émission. Une interview que Urasawa m'a donnée il y a 2 ans maintenant. Hein. Et je l'ai rencontré plusieurs fois, notamment chez lui à Tokyo. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Stéphane, qu'est-ce que ça dit que voilà, il soit...
déjà vraiment tellement passionné par le manga, mais particulièrement par Tezuka dès l'enfance, qui signe déjà ses dessins, mais du nom de Tezuka. C'est un process assez habituel chez pas mal de mangaka, en fait, de commencer par recopier les maîtres et vraiment les recopier le mieux possible pour disséquer, comprendre comment fonctionne le manga. Donc ça, à la limite, c'est pas ultra étonnant. En revanche, il faut quand même insister sur un truc que tu as dit, Val, tout à l'heure, c'est qu'en fait, il ne va pas à l'école maternelle. Il débarque en primaire quand il a 5 ans et c'est un vrai choc. C'est-à-dire que par rapport aux autres gamins qui savent à peu près comment ça fonctionne une micro-société scolaire, lui, il ne sait pas. Il ne sait pas quand il faut se lever, il ne sait pas à quel rythme il faut marcher. Il y a plein de trucs qu'il découvre comme ça. Il est super mal à l'aise. Et très vite, ça le désigne un peu. Il n'est pas spécialement balèze non plus, comme la victime idéale. Et il va souffrir de ça. Mais rapidement, son échappatoire, c'est le dessin, c'est le manga. C'est ça qui le sauve, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un des caïds de la classe qui repère, qui sait bien dessiner. Et à partir de là, il devient quand même beaucoup plus populaire et ça se passe pas trop mal, quoi. Donc c'est vraiment la bouée de sauvetage, le dessin, à plein niveaux. Et il y a sa famille qui ne va pas, donc il passe ses journées chez ses grands-parents, enfermé dans une pièce où il n'y a que des bouquins à lire, enfin des mangas, donc il recopie. Il va à l'école, le manga le sauve. Donc bon, il est orienté, il n'a pas le choix dès le début. De toute façon, il a compris que ça allait passer par là, quoi. Et sa scolarité, c'est comment ? Juste avant, je voudrais revenir sur le disséquer, parce que je pense qu'il est un peu monomaniaque. En tout cas, il va vraiment... On parlera dans son style après, mais ouais, il dissèque très très profond. Et il ne va pas juste recopier le dessin. Il va dès le début s'intéresser à la mise en page, à savoir pourquoi je ressens ça quand je le vois. Pareil sur les dessins animés, il va redessiner une scène complète. Il va être capable de voir quand une scène a été faite par un studio ou un autre studio, parce qu'il connaît justement les touches et autres de chacun de ces studios. Et je pense que ça, c'est aussi une de ses grandes qualités. Oui, il a un œil où il cherche aussi à voir comment les personnages ressentent leurs émotions, et c'est quelque chose qui est très important pour lui. Alors pour tout vous dire, pour vous confesser quelque chose, quand je suis arrivé chez Urasawa, donc à Tokyo, je lui ai demandé ce qu'il était en train de faire avant. Il nous a fait plein de choses, franchement. Il nous a fait un petit concert privé carrément et tout. J'étais avec des amis, c'était vraiment un moment incroyable. Il y avait notamment 2 musiciens, donc il y avait Tiers-Monde et Nekfeu avec moi. Et juste avant qu'on arrive, il était en fait en train de lire un bouquin sur Tezuka, j'ai du mal, dis donc, et il analysait encore le dessin, et il me disait vraiment, je suis nul. Il dit, regarde, c'est magnifique, moi je suis pas bon, etc. Donc c'est assez amusant, le côté monomaniaque, c'est exactement ça, du coup. Donc, on reviendra un petit peu sur le style qui va le caractériser, justement, puisqu'il y a beaucoup de ponts entre les deux. Après, donc, il y a à l'école, le dessin, comme l'expliquait Stéphane, va être sa bouée de sauvetage, clairement. Comment se passe sa scolarité, Alexis ? Comme disait Stéphane, effectivement, comme il n'est pas allé à la maternelle, quand il arrive en primaire à 6 ans, il a du mal à s'adapter. Enfin, le fait de voir des enfants, déjà, c'est un truc qui est nouveau pour lui, parce qu'il jusque-là, il passait ses journées tout seul. Il était qu'avec Smith avant. Ou en famille. Et du coup, justement, même sur le manga, il se rend compte en cours de dessin que les dessins des autres sont beaucoup moins bons forcément que les siens. Et pour ne pas se faire remarquer, il fait exprès de dessiner de manière assez grossière pour se fondre dans la masse. Voilà. Et en même temps, effectivement, après, donc, il devient ami avec ce caïd et on voit qu'il est doué pour faire des mangas, faire des dessins. Et donc, en fait, son institutrice lui demande de faire, par exemple, des mangas en 4 cases au cours de l'année. Donc, il se plie à l'exercice. Et en même temps, il a toujours ce côté où, effectivement, il est doué pour ça. Mais il a un regard assez distant avec les gens en se disant, en gros, moi, je connais le manga, je le dissèque. Eux, ils ont un regard quand même extérieur, pas de connaisseurs. Et en fait, il veut vraiment discuter qu'avec des gens qu'il estime être à son niveau, on va dire. Les esthètes. Donc, à la fois, il dit, voilà, je suis effectivement, il écrit dans son cahier, peut-être qu'il deviendra mangaka, mais plus parce qu'il s'attend à ce que, enfin, il se dit, c'est ce que tout le monde attend de moi, mais sans être vraiment convaincu. Il a une sorte d'ambivalence permanente là-dessus. Complètement, d'ailleurs, il voulait garder ce côté, c'est ma bouée de sauvetage, je ne vais pas en faire mon métier. Je veux que ça reste ma passion parce que, enfant, on a tous cette image de nos parents qui sont fatigués en rentrant du travail ou autre. Et on se dit, mais en fait, le travail enlève cette passion, casse un peu le plaisir qu'on a de faire ce truc. Donc pendant très longtemps, il s'est dit, non, le dessin va rester un plaisir et je ne veux pas forcément faire mon métier. D'autant plus que l'image du mangaka, c'est quand même... c'est un sacerdoce. C'est dur. Ouais. Et non, juste parce qu'on l'évacue vite, puisqu'il
à ma connaissance, mais vous validerez ou non, mais il parle assez peu de son père, qui est un personnage absent, sauf pour dire mon père aurait voulu être artiste. Vaguement, il avait un don, enfin il se débrouillait pas trop mal au dessin, mais bon voilà, pas plus, d'après modèle en tous les cas. Et son père passe quand même une partie de son enfance à lui dire tu es nul, À le ce que tu critiquer, fais est nul. Donc bon, pas simple quoi, la figure paternelle. C'est pour ça que les femmes d'ailleurs souvent dans les mangas de Urasawa sont des femmes fortes, énergiques même, ou des jeunes filles quoi. Oui, on va y revenir sur ouais. les personnages féminins sont vraiment une composante essentielle des œuvres d'Urasawa. Donc là, sa scolarité se passe plutôt bien. Je pense qu'il fait de bonnes études pour le coup. Mais comment on passe voilà, il a une passion certaine pour le dessin. Il est reconnu pour ça dès la primaire. Comment ça se passe l'évolution en fait? Ensuite, au collège, il s'inscrit en club d'athlétisme. Donc, c'est aussi un motif récurrent, ces personnages qui passent leur temps à courir. Il explique que c'est plus pour histoire de faire du sport, mais que c'est pas forcément une passion. Il continue de s'intéresser au manga. Il fait une nouvelle découverte sur Tezuka. Donc, il découvre Phoenix quand il est au collège. Et ça, c'est vraiment un truc qui le fout droit. Il dira, enfin, dans plein d'interviews, il en parle, mais il dit qu'en gros, ça devient son étoile polaire. C'est la chose qui le guide dans la vie. Il découvre aussi Bob Dylan, donc qui est une autre source d'influence majeure. Oui, parce qu'il faut le dire, hein, Urasawa est passionné par le dessin et il découvre donc Bob Dylan, même les Rolling Stones, etc., des groupes, enfin, un musicien et des groupes très très puissants à cette époque-là, avec une forte influence. Et c'est quelque chose qui va devenir vraiment passionnel, la musique chez Urasawa. Il faut voir aussi que on est peu après l'occupation du Japon, donc il y a encore une très très forte influence américaine à cette époque. Il y a des chaînes américaines diffusées à la télévision et ils s'en gavent. Ils se gavent de plein de trucs. On pourra en parler sur de l'influence de certaines séries ou certaines autres choses, mais du coup, il fait partie de cette génération qui a eu un accès très très large à une culture américaine, et ce qui lui a ouvert une curiosité qu'on ne ressent pas forcément chez tout le monde, parce que déjà, comme il était monomaniaque, lui, il a toujours disséqué les trucs. Il avait aussi au début, donc il était isolé, donc il avait le temps de binge-watcher assez fortement, quoi. Autre chose aussi, c'est qu'en fait, enfin, ça fait écho à ce qu'on vient de dire, à 13 ans, il découvre la guitare et il se met à la guitare. Et c'est une autre passion. Et à cette époque, là, on parle de lui maintenant, on sait qu'il est devenu mangaka et tout ça. À 13 ans, il ne sait pas s'il sera musicien, mangaka ou complètement autre chose, quoi. Et effectivement, avec cette espèce de monomanie, il faut appeler ça comme ça, mais il se lance dans la musique comme il s'est lancé dans le manga plus jeune, et il fait ça comme un dingue. Et bon, ça ne l'a pas trop quitté d'ailleurs. Je crois que tu l'as vu en allant dans son studio. Oui, clairement. Moi, il a pris sa guitare et il nous a fait un petit concert privé comme ça, vraiment. Mais en plus, on voit que la musique, c'est quelque chose qui le remplit de joie. C'est-à-dire qu'il était heureux en jouant de la guitare, un grand sourire, de partager ça avec nous, etc. Donc c'est c'est quand même c'est beau de voir ces deux passions, puisqu'il va même ramener la musique au cœur de certaines de ses œuvres. À partir de quand il se dit, ça y est, en fait, c'est le manga que je vais choisir et je vais en faire mon métier? Je pense que plus qu'il se dit, c'est plutôt... il est très pragmatique derrière tout ça. Hein. Il se dit... il a vu les rêves... déjà, le rêve brisé de son père artiste qui n'a pas réussi à l'être, qui s'en est pas forcément donné les moyens, peu importe les raisons. Mais il se dit, voilà, moi, je veux vivre correctement. Il a vu sa mère, qui, quand il l'élevait seule, qui galérait à tenir la boutique toute seule et à jongler entre toutes ses obligations de mère célibataire et autres. Donc il s'est dit, il a refusé ça. Il visait quand même une stabilité dans sa vie. Et à ce moment-là, il s'est dit, jamais je pourrais remplir le Budokan ou autre en tant que musicien. Il a senti qu'il avait peut-être un palier plus dur à franchir dessus. Il ne croyait pas vraiment pouvoir devenir mangaka à cette époque. Il avait fait un premier storyboard, mais il est parti en disant, je vais travailler dans le monde de l'édition pour rester relié à cet art. En fait, en dernière année d'études... Il était très terre-à-terre, en fait. Hein. Pas le choix. Je pense que quand tu vis effectivement dans une famille assez économiquement précaire, qui repose sur une personne, voilà, t'as envie de pas gêner, quoi. Il le dit d'ailleurs. Quand il était gamin, il apprenait à marcher sans bruit pour ne pas déranger sa mère. Donc, il lui a jamais posé de questions, il lui a jamais exposé de problème, parce qu'il sentait qu'elle avait déjà tellement de choses à gérer que c'était pas possible. Donc, en gros, oui, lui, il veut d'une certaine manière réussir, je ne sais pas, mais en tous les cas être économiquement stable, qui est
pas ces galères qu'il a pu connaître quand il est gamin, quoi, d'argent. Il veut être dans une position, comment dirais-je, pas de confort, mais plus, on va dire, stabilité, de sécurité. Sécurité. Voilà. Ouais, C'est pour ça qu'en fait, arrivé à la fac, donc au début des années 80, il fait encore de la musique à la fac, il fait aussi du manga, mais pour son loisir. Et il se dit, effectivement, je ne vais pas devenir mangaka pour une raison très simple, selon lui, c'est qu'il se dit, si je deviens mangaka, comme les œuvres que j'aime ne sont pas forcément des œuvres qui ont un grand succès commercial, je vais finir pauvre. Donc ça, c'est hors de question. Et aussi, toujours Tezuka qui Spoiler, plane, c'est pas le cas. Oui, Tezuka qui plane derrière et il se dit, en fait, si je fais pas des œuvres du niveau de Tezuka, ça sert à rien. Et en même temps, pour lui, c'est un sommet inatteignable. Donc en gros, à la fac, il se dit, effectivement, je vais prendre un emploi en tant qu'éditeur parce qu'il voit une annonce dans un magazine de recrutement chez Shogakukan, donc un gros éditeur japonais. Et en fait, il se rend à cet entretien, mais il se dit quand même, c'est dommage, j'ai fait du manga. Là, j'ai achevé un manga à l'université qui s'appelle Return, qui est une histoire d'un robot qui rencontre un homme sur la route, enfin une histoire courte. Et il se dit, en fait, avant de dire adieu au monde du manga pour devenir éditeur, je vais quand même montrer cette histoire pour avoir un avis de professionnel. Et en fait, là, il y a un quiproquo où l'éditeur lui dit, oui, c'est intéressant, mais ça ne rentrerait pas dans tel magazine. Et un autre éditeur qui passe par là lui dit, par contre, nous, ça nous intéresse, c'est pile dans notre ambiance. Et donc, de fil en aiguille, avec ce quiproquo, on lui conseille de candidater au prix du meilleur jeune auteur de Shogakukan. Ce qu'il fait, et donc en 82, il remporte ce prix. Alors là, c'est vraiment la première step, j'ai envie de dire, la première marche qu'il franchit vers la professionnalisation de sa passion, parce qu'il remporte le prix quand même. Et là, avec presque par chance de se dire qu'il a failli pas faire ça, quoi. C'est si le deuxième éditeur n'était pas passé à ce moment en disant. Il y a des versions où on dit que l'éditeur est passé par là, d'autres où le premier éditeur lui a dit tu devrais aller voir un tel. En même temps, on est dans la légende, hein, donc. Exactement. C'est clair. Il y a des choses qu'on ne peut que extrapoler, on va dire. Hein. Et qu'est-ce que ça change en fait ? Il gagne le prix et. Du coup, à ce moment-là, il se dit ok, puisque c'est comme ça, j'ai peut-être vraiment l'occasion de percer, donc je vais me donner 1 an pour réussir. Donc encore une fois, des objectifs très ambitieux. Et en fait, il propose plein d'histoires courtes, mais à chaque fois, comme beaucoup de mangaka à leur début, on lui dit ça fait pas l'affaire, parce que notamment, on lui dit qu'il fait des histoires sur des ambiances un peu trop. C'est pas le public, on va dire. Voilà. On cherche beaucoup du shonen, et Urasawa, c'est pas du tout ce qu'il fait. Il va déjà dans quelque chose qui est plus adulte, même s'il sait mettre de l'humour, on va le voir manier tous les styles différents, et c'est extraordinaire. Mais son art ne correspond pas forcément aux attentes de l'éditeur à ce moment-là. Et entre-temps, il a eu aussi la rencontre avec l'œuvre d'Otomo, Akira, qui lui a mis une seconde claque et qui sortait du cadre de l'époque, que ce soit par son dessin réaliste et par ses messages qui étaient très puissants et pas forcément binaire, noir-blanc, manichéen, moi je vais vous présenter une fable et vous allez en tirer vous-même les conséquences, vous allez vous approprier la lecture de cette œuvre. Et il a vu cette révolution en plusieurs étapes, où même Otomo a fini par faire changer la taille des étagères dans les librairies japonaises, parce qu'il refusait de publier au petit format de l'époque. Et ça, c'est quelque chose qui va le faire vraiment énormément réfléchir. Il reste aussi, déjà il se dit c'est possible, deuxièmement il se dit putain, déjà 2 révolutions de mon vivant, je veux faire partie de la 3e, quoi. Même si jamais il acceptera d'en être, parce qu'il continue toujours de dire, comme tu dis, je suis nul et tout ça, alors que pour nous tous, il est dans la légende. C'est une force de traction et qui va aussi expliquer son refus de s'abaisser à faire quelque chose qui ne va pas lui plaire, quoi. Oui, et de là, en fait, va découler plusieurs titres qui va sortir. Comment ça se passe, les débuts, justement, de ces sorties, Stéphane ? On parle de quoi, de Pineapple Army déjà, on peut parler de Pineapple Army et on abordera plus tard la rencontre de celui qui est avec lui. Mais Voilà, parce que là, avec Pineapple Army, là on franchit encore une autre marche. C'est-à-dire que là, ça marche pour le coup, ça fonctionne, il y a un écho, ça se vend bien. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît Pineapple Army. Non, je ne pense pas, mais c'est quelque chose de très américain, on va dire. Ça se passe aux États-Unis d'ailleurs. Complètement, c'est un peu calqué sur les films d'action de l'époque, des années 80. On est totalement dans le sujet. Il y a du Stallone aussi. Il y a plein de choses qui se mélangent. Et c'est assez populaire, même si, pour le coup, c'est pas le
truc le plus marquant pour nous, de Urasawa. Déjà, pour nous, en France, à l'époque, Pineapple Army, c'était dans Caméra. Oui. Donc, je pense qu'il y a... On peut resituer ce que c'est déjà. Donc, au début du manga en France, il y a eu une tentative de copier le succès des périodiques japonais, donc le Weekly Jump, le Shonen Sunday et tout ça. Et donc, la plus marquante de ces tentatives, c'est Caméra. Il y a eu Player One après, il y en a eu 2-3 autres, mais Caméra, c'est celle qui a duré le plus longtemps, parce que ça a duré... Il y a Dorothée Magazine, quand même. Dorothée Magazine, du coup, c'était pas vraiment du manga, parce que c'était des animés comics. Ils faisaient... Bref, c'est débat. Mais donc, ouais, donc, dans Caméra, il y avait ces trucs, et ces trucs hyper adultes, parce qu'on avait Pineapple Army, Raikou, Striker, et... C'était balèze, Ouais, c'était incroyable pour nous. Mais c'est quelque chose qui est assez méconnu ici. Oui, alors, par contre, c'était niche. Là, voilà. Pour le coup, c'était ceux qui achetaient ça. Ils achetaient les albums d'images Panini et on sortait pas de... C'était une belle niche. Financièrement, je pense que c'était très rentable. Parce qu'en plus, c'était l'époque où les Japonais gagnaient tellement d'argent au Japon qu'ils vendaient les droits pour rien. Bouchée de pain, on peut le dire. Complètement. Enfin, c'était une autre époque et qui n'a malheureusement pas été jusqu'au bout. Tous ces titres n'ont pas été imprimés en volume relié. Or, en France, on est très collectionneurs. Complètement. Ouais. Bon, on n'est pas habitué à consommer comme ça. C'est pour ça aussi qu'on va revenir sur Pineapple Army. C'est pour ça que nous, on l'a pas identifié, en tout cas, comme quelque chose de marquant. Et pour autant, c'est un gros succès. Série Oui, en c'est un France gros succès, où on n'a ouais. que le premier tome et où la suite n'est jamais sortie. Et on ne sait pas du coup si on l'aura un jour. Et là, Pineapple Army, donc, c'est un succès. C'est un succès public et critique ou seulement public Excellente question. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, pour le coup, j'ai pas la réponse. Si on regarde par rapport au succès critique, pour lui, déjà, c'est pas un succès critique parce que lui-même rejette un petit peu cette œuvre. Ah oui. Parce que c'est presque la seule des œuvres qui est vraiment une commande dans laquelle il sent trop de contraintes. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Parce que lui, à un moment donné, il dit c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Il va tanker la série au bout d'un moment en disant voilà, c'est bon. Faut se rappeler encore une fois, comme vous le disiez, qu'il ne veut pas déranger. Donc il est quand même plutôt assez obéissant vis-à-vis de ses éditeurs, même s'il fait des petites fourberies, des petites feintes dont on parlera après. Mais donc il finira par tanker cette série. Et c'est pas un succès critique dans le sens où c'est un des auteurs qui a eu le plus de prix. Et il n'a pas eu beaucoup de prix pour Pineapple Army. Parce que ça rentrait dans le moule, ça marchait bien, ça lançait le magazine. C'est une série, on pourrait dire, enfin, c'est rien à voir, c'est pas lui, mais c'est une série un peu opportuniste, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a tout de suite, tout à l'heure, rapproché des gros blockbusters de l'époque avec les Stallone et trucs. C'est pas un hasard si ça sort à peu près au même moment. Clairement. Je pense que c'est très pensé du côté de l'éditeur. Et comme tu le dis, effectivement, en même temps, pour lui, c'est une occasion. Il l'a saisi. Puis en même temps, c'est formateur. Mais c'est normal qu'il la rejette aujourd'hui, parce que même quand on regarde le dessin, c'est daté, quoi. Enfin, c'est normal, c'est une œuvre de jeunesse, quoi. Clairement. Et quel va être son premier vrai succès? Après, on passera au style d'Urasawa, mais j'aimerais, avant qu'on passe à son style, qu'on parle de son premier vrai succès. Au Japon? Oui. C'est Yawara qui lance justement un an après Pineapple Army. Et pareil, là, tu parlais de feinte, c'est assez drôle, puisqu'en gros, on lui demande à l'époque de faire une comédie romantique, puisque c'est le genre très populaire, notamment avec Rumiko Takahashi. Et Mitsuru Adachi. Ouais, et on lui dit donc de faire ça, et lui, il galère vraiment comme pas possible, il trouve pas d'idée. Et puis, genre, au rendez-vous avec son éditeur, il dit « Ah tiens, si je faisais un truc sur le judo, une comédie sportive ?» Parce qu'il sait que son éditeur est amateur de sport. Du coup, il sent tout de suite qu'il a son intérêt. Et de là, il commence à lui faire des croquis en disant « Bah voilà, on aurait une héroïne. » Et de là naît Yawara, et qui est aussi emblématique de ses œuvres, puisque c'est une héroïne qui est donc très douée pour le judo, qui vit avec son grand-père, qui veut absolument faire d'elle une championne, et notamment qu'elle remporte la médaille d'or au JO de Barcelone, donc en 92, donc 6 ans plus tard. Et en fait, elle aspire juste à être une lycéenne normale, qui va faire du shopping, qui drague des garçons, enfin qui fait sa vie normale. Et du coup, il y a toute cette contradiction entre le fait qu'elle ne veut pas faire du judo, mais quelque part, elle s'y retrouve un peu forcée, à la fois par son grand-père et aussi parce qu'elle a tellement de talent que les gens, quand ils le découvrent, la poussent dans cette voie. Et de là, en fait, il en tire une comédie qui rencontre très vite un grand succès
et qui est à l'époque, enfin encore aujourd'hui, incroyable qui est succès. un énorme succès, qui s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Moi, c'est quelque chose que je recommande énormément, surtout pour les gens qui connaissent la deuxième partie de vie dans les œuvres d'Urasawa. C'est quelque chose de très, très différent. 66% de satisfaction dans les enquêtes de prépublication à l'époque, ce qui est un chiffre dingue, qui mettait des cœurs dans les yeux des éditeurs en se disant « Ah, c'est formidable, c'est formidable ». Et ce qui a empêché que cette série soit prolongée pendant des années, c'est que dès le début, il avait mis une fin. La fin était physique, elle ne pouvait pas changer, c'était les Jeux Olympiques de Barcelone. La date était fixée. Il n'y a pas eu le Covid pour les décaler d'un an, donc c'est... Voilà, au moins, mais il avait fait ça par volonté, donc c'était tout à fait Je pense que volontaire. s'il n'avait pas visé ça, à mon avis, ses éditeurs lui auraient dit pousse au jeu d'après. Bien sûr. Puis là, on serait encore avec les enfants en train de faire une compétition. On l'a vu sur d'autres mangas et d'autres animés. Hein. On a vu ça. On sait comment ils sont, mais comme Alexis disait, c'est sa première feinte. Parce qu'il fait effectivement, il y a de la comédie, il y a de la romance. Donc, il coche les grosses cases de la commande de faire une comédie romantique, mais il va la traiter de manière complètement différente. Il va essayer déjà, il casse d'ailleurs, il fait plus qu'essayer, il réussit, il casse les codes du oui, alors le shonen sportif, c'est de la sueur, du sang, des larmes qui va faire que tu vas progresser et devenir très bon. Même si tu as un don dès le départ, hein, on peut penser à des Captain Tsubasa et tout ça, mais on voit à côté, il y a toujours des protagonistes qui, eux, vont progresser. Et lui, même s'il a un don, il va quand même progresser parce qu'il ne va pas être le seul, il va faire énormément d'efforts. Et Yawara, elle ne veut pas faire d'efforts. C'est presque indécent la façon dont... Alors, en fait, elle fait des efforts, parce qu'elle s'entraîne tous les jours avec... Mais là, ça raconte vraiment quelque chose, du coup, dans cette œuvre-là, aussi, qu'on va revoir plus tard. Et on parlait de personnages féminins forts. Hein. C'est quelque chose qui est très important. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du style d'Urasawa. Parce qu'il faut bien avancer, malheureusement. Hein. Le temps file, on court après le temps. Le style d'Urasawa, c'est très, très intéressant. Je vous invite à regarder le petit magnéto où lui-même nous parle de son style. 僕はメビウスさんの線が大好きなんですけど、メビウスさんはもうこの世にメビウスさんの描いた作品が世界にある。でだから僕はそれを書く意味はないんですよね。もうすでにメビウスさんの作品としてあるので。だからそうすると一番好きな線はメビウスさんなのになって思うジレンマがあるんですよね。でも僕は僕としてのオリジナリティを作んなきゃいけないので書くんですけど、でも本当はメビウスさんの絵の方が好きなんだけどなって思うところもあるんですよね。Donc là, il prend une référence, en l'occurrence Möbius. Ce qui est marrant, c'est que le style Urasawa, c'est quelque chose qu'on va avoir du mal à définir tout de suite. On l'a dit tout à l'heure, il y a une grosse influence Tezuka. Après, il y a la claque Otomo. Mais on va même lui reprocher un peu son style par moment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Tout à fait. En fait, il en parle lui-même plusieurs fois dans des interviews. Alors, l'avantage, c'est que, comme je disais, il est disert, hein, donc on peut trouver plein de documentation sur Urasawa. Et en fait, on retombe toujours sur sa monomaniaquerie. Il veut vraiment respecter les détails. Pour les gens, moi j'ai des amis japonais qui ne distinguent pas forcément mon visage de celui d'un autre pote, ou qui vont dire, trois blonds. La définition va s'arrêter. Urasawa, il va noter la différence de taille de nez, de taille d'oreille, il va voir que mes yeux ne sont pas alignés, tout ce genre de choses. Et donc il va pousser le réalisme très très fort, tout en gardant l'aspect manga. Et donc ce côté réalisme plus manga, c'est un des premiers à l'avoir poussé aussi loin. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, on commence à voir avec Asano et tout ça, d'autres auteurs qui font pareil. Mais c'est un des premiers à dessiner des personnages vraiment moches, tout simplement. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose de marquant pour toi, Alexis ? Oui, et en fait, il fait ce qu'il appelle du kao manga, donc c'est-à-dire du manga de visage, et on l'a pas mal critiqué pour ça aussi. Ce qui met beaucoup l'accent sur le visage de ces personnages, avec des gros plans sur les yeux, sur l'expression. C'est un peu tout le thème de Happy, où il essaie de mieux exprimer les sentiments de ses personnages. Et c'est aussi une manie sur le côté monomaniaque. Depuis tout petit, il aime bien justement se mettre un peu en retrait et dessiner le visage des gens qu'il voit.
Et du coup, il reconnaît lui-même qu'il y a plein de codes dans le manga qui se refusent d'utiliser. Par exemple, la fameuse goutte de sueur qu'on retrouve un peu dans plein de contextes différents. Ça, il s'interdit de le faire. Il veut exprimer la tension de manière différente. Et il y a aussi tout un aspect sur le cadrage où il revendique clairement l'influence d'Hitchcock, où il explique qu'en gros, à chaque planche, il essaye de faire en sorte que ce soit le plus dramatique possible. Et il prenait un exemple justement en disant imaginez que le verre, enfin là en l'occurrence la tasse devant moi, elle soit empoisonnée. Hitchcock va faire toute une série de cadrages pour faire monter la tension et le suspense là-dessus. Lui, en fait, c'est la même chose. Il va faire des chants contre chants, des Hitchcock, c'est quelque chose de très fort Ouais. chez lui. Tu parlais au niveau du cadrage, même du découpage. Parfois, voilà, le découpage d'Urasawa, il est aussi particulier. Mais pareil, Stéphane, est-ce que ça te choque que le dessin d'Urasawa soit aussi critiqué, même encore maintenant, mais encore beaucoup plus auparavant? Choqué, non. De toute façon, c'est un exercice de critique. Enfin, on peut s'amuser toujours à critiquer, à trouver des choses qui vont pas. Après, il y a une évidence folle dans son dessin. C'est ce que je suis d'accord avec Valentin là-dessus. C'est quand même, je pense, le plus fort, celui qui a été le plus fort à mêler à la fois réalisme et quelque chose de plus doux, de plus rond dans les personnages, quoi. Moi, il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai découvert Urasawa, maintenant ça fait quelques temps, les premiers qui sont sortis en France, c'était de voir quelqu'un qui, sur les personnages, sur les visages, était capable effectivement de marquer l'appartenance nationale. C'est ce qui est assez. Enfin, j'avais jamais vu ça dans le manga. C'est-à-dire qu'effectivement, il s'attachait à montrer, même les Japonais ressemblaient à des Japonais. Ce qui, moi, me frappait. Les premiers mangas, en fait, on ne sait pas très bien et les auteurs ne se posent pas tellement la question de montrer si on est japonais ou pas. Voilà. On est dans quelque chose auquel tout le monde peut s'identifier assez facilement. Lui, non. Lui, il a ce souci de réalisme, mais en même temps, on reste quand même. Il y a cette école Tezuka, cette influence, on va dire, qui fait que c'est des dessins extrêmement fluides. Extrêmement facile à décoder, tu vois tout de suite comment ça se passe, ce qu'on demande de toute façon à un bon mangaka. Mais en plus, il y amène un sens de la mise en scène, je suis d'accord avec Alexis là-dessus, qui est quand même incroyable, quoi. Rarement atteint. Quand il explique comment il travaille sur certains plans, en imaginant différentes caméras zénitales et en se disant je vais la placer là, je vais la placer là. Quand on voit dans la superbe exposition qu'il y a eu à Angoulême et à Paris, ces croquis préparatoires où à chaque fois qu'il va mettre la chambre de Yawara, par exemple, la maisonnette de Yawara, il l'a dessinée et en fait toutes ces scènes, si on les prend, elles marchent parfaitement. Oui, Il n'y a jamais d'erreur, quoi. Il est artiste, il est scénariste, il est storyboarder, il est scripteur, parce qu'il va vérifier qu'il n'y a pas de problème de faux raccords ou autre. C'est un travail assez incroyable. Quand on pense que pendant 20 ans, il a fait 130 pages par mois. Non, mais c'est énorme. Et je pense que tout son style, là, tout ce que vous venez de décrire dans ses qualités, etc., c'est ce qui va faire de lui le prochain sujet qu'on va aborder, c'est-à-dire le maître du thriller. Parce que clairement, on l'a dit, et parfois certaines personnes l'ignorent, mais Urasawa a touché à énormément de styles différents. Et c'est en ça, pour moi, qu'il est un mangaka à part, un artiste presque même inédit, parce qu'on a des mangakas qui ont été très forts sur une œuvre, deux œuvres, mais dans un même style différent, qui sont des légendes aussi. Mais là, on a vraiment plein de types et de typologies différentes pour Urasawa. Et là, on va parler pour moi de ce qui est son genre de prédilection, c'est-à-dire le thriller. Alexis, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que le thriller, c'est son genre, quoi. C'est clairement, surtout en France, c'est pour ça qu'on le connaît le plus, puisqu'on l'a découvert avec ça. Après, ce qui est amusant, c'est que lui se revendique, il l'a beaucoup répété dans les interviews, comme un auteur de comédie. Ouais. Il dit que Monster, par exemple, c'est une comédie. Un point de vue. Comédie humaine au sens large, parce qu'au final... Plus drame dans son sens premier. Dostoïevski, c'est de la comédie humaine. Donc, Alors, Monster, très bon manga, disponible chez Kana, si je ne dis pas de bêtises. L'animé est disponible chez ADN. On peut citer plein de choses. 20th Century Boy aussi, dans la catégorie thriller, Master Keaton, voilà. Qu'est-ce qui fait que, en fait, c'est le boss à ce niveau-là? En fait, le point de départ, c'est que justement, après Yawara, dès Yawara, il voulait faire un thriller. Il avait lu les romans de Stephen King à l'époque, et il voulait faire un peu la même chose en manga. Donc, il finit par pouvoir faire ça après 10 ans plus tard avec Monster.
Et donc, en fait, si on lit les romans de Stephen King, c'est vraiment... Il y a énormément de points communs sur les sauts dans le temps, le côté des personnages secondaires qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui finissent par se retrouver à la fin. Dans Monster, tout le final, dans le petit village, là, est inspiré d'un roman de Stephen King, Bazar. Dans 20th Century Boys, les sauts dans le temps avec des gamins qui se retrouvent à l'âge adulte, c'est inspiré de... Enfin, ça ressemble beaucoup à ça. Clairement, moi ça m'a fait penser directement. Et donc, c'est vraiment ce côté suspense aussi avec Hitchcock, puisque quand il était petit, donc, il dessinait beaucoup, mais il regardait aussi beaucoup la télé. Et il y avait une émission tous les dimanches sur le cinéma occidental, donc il a vu plein de films d'Hitchcock, dont Les Oiseaux, des films français aussi. Le Trou, notamment, Le Trou, il cite très énormément régulièrement. Le Trou. Mais pour parler de comédie et thriller, je vais vous inviter encore une fois à regarder un petit extrait de la personne concernée. Quand on lit vos œuvres, et notamment par exemple on peut prendre Monster, on voit que le thriller est votre genre de prédilection. Pourquoi c'est devenu le genre que vous affectionnez le plus aujourd'hui? 僕はやっぱり例えばヒッチコック映画とかが好きなのは怖がらせるのと笑わせるのとはちょっと似たものではないかと思うんですね。 Et justement, vous parlez de faire rire. Quand on vous voit, vous êtes quelqu'un de sérieux, de posé. Quand on lit vos mangas, généralement, c'est aussi très sérieux. Il y a une dose d'humour. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'en fait, vous êtes un grand fan de comédie. シリアスに見えるものも心の中ではコメディを作るのと同じ気持ちで作っている。外から出来上がったものはとてもシリアスに見えるかもしれませんけども、作ってる時はその面白みというものの Donc voilà, il nous résumait un petit peu ce qu'on était en train de dire avec ces mots, et c'est bien de voir que, en fait, on arrive à quand même bien percevoir là où il veut nous emmener. Pour toi, Stéphane, est-ce que son genre le plus fort, justement, c'est le thriller? Est-ce que tu le considères vraiment C'est difficile de choisir, mais si on regarde juste le succès et le côté international, on n'en a pas parlé, mais avec Monster, il fait le pont. C'est-à-dire qu'il arrive à séduire des gens qui ne lisent pas de manga auparavant. Moi, je l'ai vu autour de moi, mais c'est assez rare. Hein. Il y a Taniguchi qui a fait ça, qui est un peu notre star en France, on l'adore à cause de ça. Mais lui, il fait partie des rares qui ont fait ça aussi. Et la pierre angulaire, c'est Monster. Donc, après, il y a mes goûts, mais oui. Mais Monster, c'est quand même le genre de série, tu peux pas la lâcher, quoi. Tu es tenu jusqu'au bout, tu as une tension, tu t'inquiètes vraiment pour les personnages. Et des fois, il y a des scènes, avant de dormir, tu y repenses, tu te dis, waouh, quand même. Non, je pense que là, il est arrivé, à mon sens, on peut en parler longtemps, hein, mais à mon sens, là, il est arrivé vraiment à la quintessence, quoi. Et ce qui est drôle à chaque fois, c'est de voir qu'il veut toujours se comparer, il se challenge avec les meilleurs. Que ce soit au cinéma, que ce soit en littérature, c'est ça qui est très intéressant. En fait, il a vraiment une vue qui n'est pas juste manga, quoi. Lui, c'est l'art. Voilà, c'est l'art. Et ok, Hitchcock fait ça, je vais essayer de faire aussi bien, peut-être mieux. Stephen King fait ça, pas de problème, je vais y aller aussi, quoi. Donc, et il y a cette volonté à chaque fois de montrer que le manga peut être aussi fort que le cinéma. Il le dit d'ailleurs. Clairement. Mais c'est quand même assez rare, parce qu'il y a peu de gens, même dans la bande dessinée ou dans le manga, qui revendiquent ça aussi fort. Oui, complètement. Le cinéma, c'est quelque chose de très, très important pour lui. Quand moi, je lui posais la question, justement, est-ce qu'il avait envie de réaliser ses propres films, etc., il me disait que c'est toujours quelque chose auquel il pense, même en écrivant et en dessinant. Hein. Val, pour toi, quelle a été la clé du succès, justement, de Monster, par exemple? C'est quelque chose qu'il a commencé à construire avant, en fait, en travaillant, parce qu'au Japon, quand on est en pré-publication, donc il faisait 2 séries en parallèle pendant 20 ans, une série mensuelle, une série hebdomadaire, ouais. Et sur chacune des séries, donc il construisait son histoire de manière de feuilleton, qu'on soit sur du 10 ou du 18 pages, et il fallait qu'à chaque fin de chapitre, il y ait ce petit cliffhanger. Donc, si vous lisez des bouquins sur comment écrire des scénarios et autres, tout le monde va vous dire il faut faire des cycles pour que la tension monte petit à petit, il faut qu'au milieu de l'histoire, elle soit là, puis qu'après, ça remonte et tout ça. Et bien lui, il a construit tout le temps avec cette idée à chaque chapitre, le lecteur doit se demander qu'est-ce qui va se passer pour la prochaine publication. Et ça, c'est la base de l'excellence en thriller. Si tu t'inquiètes, si tu crées de l'empathie pour les protagonistes ou même pour les personnages secondaires qui met vraiment en avant, bah, t'as gagné. T'as gagné et tu te dis, du coup, je vais acheter le prochain magazine. Et clairement, parce que ce qui est fort, c'est que ça marche
tant sur un format de publication et prépublication, tant quand on lit le manga en tome normal. Et même l'animé, pour le coup, je trouve qu'il est assez réussi. Vraiment, c'est un bon animé. Autant le manga est vraiment fabuleux que l'animé est accessible pour les gens qui ne lisent pas forcément de manga. Comme on l'a dit, c'est une très très belle porte d'entrée. Alors, il y a quelque chose dans les thrillers qu'il va faire, qu'on va retrouver aussi, j'en parlais un petit peu en préambule, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est quelque chose qui le travaille beaucoup, ça, Alexis. Oui, c'est ce qu'on disait déjà par rapport à sa propre enfance, mais c'est surtout que ça rejoint aussi le fait que dans cette histoire, il n'y a jamais vraiment de bien et de mal. C'est que pour lui, en fait, l'enfance, c'est un peu l'âge où tout se passe, qui va déterminer l'adulte qu'on va devenir ou qu'on peut devenir. Donc dans 20th Century Boys, par exemple, les premiers tomes, en général, mais surtout les premiers tomes, tout le personnage de Kenji, c'est vraiment est-ce que je suis fidèle au rêve que j'avais enfant? Est-ce que je suis devenu le musicien que je voulais être? En fait, c'est plutôt à ce moment-là un loser qui n'a pas trop réussi sa vie. Dans Monster aussi, il y a toute la question de l'enfance de Johan et de Nina, enfin les jumeaux principaux, du fait qu'ils ont été élevés dans des expériences un peu traumatisantes. Et un peu, faible mot. Un peu, oui. Et justement, il y a aussi ce personnage de Dieter, le petit garçon que Tenma recueille malgré lui, qui aimerait qu'il ne l'accompagne pas dans sa quête, mais qu'il le suit malgré tout. Et on voit tout au fil des tomes que Dieter, qui aurait pu mal tourner, finalement reste dans le droit chemin parce qu'il a un adulte qui est une figure un peu un rôle modèle pour lui. Et que c'est grâce à ça que ça devient probablement un bon adulte, on va dire. Et est-ce que tout le temps, cette récurrence de l'enfance à l'adulte, est-ce que le lien est aussi l'absence de manichéisme, comme on le disait dans les personnages d'Urasawa? Est-ce que pour toi, Stéphane, c'est lié tout ça? Oui, vraisemblablement. C'est-à-dire que, effectivement, comme le rappelait Alexis, l'enfance, c'est le moment où on ne sait pas très bien qui on est, où effectivement les références bien, mal sont plus floues et où on est, c'est le temps de l'innocence, quoi. Et bon, de toute façon, il y a aussi un truc très profondément japonais, c'est-à-dire que les auteurs japonais, les mangakas japonais, mais même les auteurs se réfèrent très très souvent à l'enfance, quoi. C'est vraiment pour eux, c'est le temps idéal, quoi. C'est le temps de l'innocence. Donc en ça, Urasawa est très japonais, même s'il est très international par d'autres aspects. L'enfance, c'est quelque chose de primordial. Et lui, pas dans l'enfance, mais on va dire dans sa frêle jeunesse, parce que depuis tout à l'heure, on égrène tous ses succès, etc. Mais il va y avoir une rencontre déterminante pour Urasawa. Quelle est cette rencontre, Val? C'est Nagasaki Sensei, donc son éditeur, qui va D'abord son éditeur, qui va finir par devenir son co-auteur, mais qui donc, lui, n'est pas directement mangaka. À l'époque, il est rentré chez Shogakukan pour travailler en tant qu'éditeur. Et il le rencontre très tôt. Il le rencontre très tôt. Et en fait, ils vont avoir cette relation je t'aime moi non plus, parce qu'ils sont tous les deux intransigeants et entiers. Et veulent un peu avoir le dernier mot. Et ça va créer des étincelles, et des étincelles qui vont être formidables pour nous, les lecteurs, parce qu'ils ne vont jamais lâcher le morceau. Ils sortaient d'une réunion éditoriale et le soir, ils se rappelaient en disant « Ah, finalement, j'ai réfléchi à ton idée où j'avais dit c'était de la merde, mais en faisant comme ça devient une super idée. » Et l'autre surenchérissait en faisant des trucs. Et à tel point que finalement, Nagasaki, il quitte son job pour se consacrer à devenir scénariste. Voilà, ça va devenir le scénariste, le co-scénariste d'Urasawa sur ses plus grands succès, en tout cas les plus populaires, quoi. Et il faut aussi rappeler que, encore une fois, Urasawa, c'était 130 pages par mois. 130 pages par mois pour garder la cohérence, le recul et tout ça. Tout seul, c'est vraiment, vraiment difficile. Alors, une question, pour ceux qui connaissent un petit peu le manga, les prépublications, etc., on sait que mangaka, c'est un travail difficile. Togashi ne va pas nous dire le contraire. Comment on peut tenir 130 pages par mois? Comment c'est possible? Comment on fait, Urasawa? Ça faudrait lui demander, mais ce qui est assez drôle, c'est que lui-même dit qu'en fait, il a toujours eu peur que, quand il était sur une série, s'il refusait la suivante ou s'il n'avait pas d'idée, qu'on l'oublie et qu'il se retrouve sans emploi, encore une fois, de manière très pragmatique. Et du coup, il explique qu'à ses débuts, je crois que c'était sur un Master Keaton ou je ne sais plus quelle série, mais il carburait à la caféine, donc avec beaucoup de café et une sorte de complément alimentaire qu'on trouvait au Japon. Jusqu'au jour où il a appris par un éditeur qu'un autre mangaka faisait ça et qu'il avait fait un malaise peut-être à cause de ça, donc du coup, ça l'a calmé.
Après, c'est une question de rythme aussi, parce qu'effectivement, il faisait 130 pages par mois. Il avait souvent une série en pré-publication hebdomadaire et l'autre en bimensuel. C'est incroyable. Donc c'est... Quand je lui ai demandé ses journées, il me disait je me réveille, je travaille, je mange, je travaille, je mange, je travaille. Voilà, c'était ça vraiment son emploi du temps. Et il était mort de rire en plus. Et encore, il est extrêmement rapide. Parce que mais oui. pour gagner du temps, en fait, et c'est ce qu'il dit lui-même, sa volonté, c'était de gagner en qualité de vie pendant toute cette période. Et c'était donc de faire le plus en plus de raccourcis dans son travail possible. Donc d'aller le plus vite vers l'ancrage final. Donc à partir du moment où il faisait le storyboard pour la mise en scène, il attaquait très souvent directement le dessin final. Et donc on a des assistants, mais il délègue très très peu à ses assistants, parce que comme c'est un maniaque... Pendant longtemps, il ne voulait pas déléguer d'ailleurs. Hein. Ouais, et du coup, en fait, ses assistants ont le droit de travailler sur toutes les parties inanimées, donc les objets physiques, mais toutes les parties qui vont avoir de la vie, il ne va jamais considérer soit qu'il a bien briefé suffisamment, soit que l'assistant fait un travail au bon niveau. Donc par exemple, dès que vous voyez de l'eau, toutes les vagues, les petites vaguelettes, les petits remous, c'est toujours lui qui les fait. Si vous voyez des feuilles, c'est lui qui va les faire parce qu'il va dire « oui, mais je veux qu'il y ait certaines feuilles ». On se souvient de l'arbre dans Le Seigneur des Anneaux où Jackson avait fait repeindre les feuilles 14 fois. On est un peu à ce niveau-là de maniaquerie. Est-ce que, pour toi, Stéphane, est-ce que c'est le mangaka le plus précautionneux avec son travail, qui est le plus... Là c'est les Olympiades, parce que bon, mais là, j'ai l'impression qu'on est quand même dans un... Oui, non, là, on est je pense, un peu dans le nec plus ultra... mais voilà, mais je repense à ce que tu dis. En fait, c'est hallucinant, parce que quand on voit la place des personnages dans les séries, que ce soit Monster ou même dans Yawara, il y a de l'action et de tout le temps. Donc, de fait, il est pratiquement sur toutes les cases. Ce qui, oui, c'est assez étonnant. Mais bon, il y a une force de travail assez folle chez beaucoup de mangaka. Je pense que de toute façon, si tu n'as pas une condition physique et une envie folle, tu ne tiens pas dans ce métier. Ou alors, tu prends un rythme complètement différent. Lui, là, la vraie question, c'est ses motivations, quoi. Qu'est-ce qui fait... Très bonne question. C'est une excellente question. Ouais. Parce que qu'est-ce qui l'anime encore aujourd'hui? Parce que... Il a tout réussi. Il a vendu, il a des succès. Il n'a pas fait Phoenix. Pour lui, il n'a pas fait Phoenix. Ouais. Et tant qu'il n'a pas fait, il continuera. Ouais. Mais Phoenix, c'est Tezuka, c'est un moment incroyable pour lui de découverte, etc. C'est ce qu'il vise. C'est son rêve qu'il n'a pas abandonné. Mais on rappelle, il a quand même eu des succès dans tous les genres qu'il a abordés. Et il a touché à Tezuka avec Pluto. Bien sûr, qui est un hommage incroyable et qui, au-delà d'être un hommage, qui est une œuvre extrêmement réussie. Donc c'est-à-dire que, voilà, Tezuka, il a su quand même toucher, en tout cas, ce génie. Il a gagné pléthore de prix et il est reconnu dans le monde entier et sur tellement de catégories d'âge de lectorat différents qu'on peut considérer qu'il est dans la légende et qu'il a marqué l'histoire. Mais lui continuera à dire « non, je n'ai pas encore fini. Je peux et je dois mieux faire. » Qu'est-ce qui doit être son œuvre finale alors pour lui, ça sera un phénix, clairement. Qu'est-ce qui pourrait être le phénix d'Urasawa? Après, il avait un peu quand même... parfois, il l'a revendiqué, des fois, il disait le contraire, mais que Billy Bat, c'est quand même un peu son phénix sur le côté... son côté à méta. À travers les époques, à travers un personnage qui relie tout ça. Après, lui, sa mentalité, c'est vraiment de se dire il faut que ma dernière œuvre en cours ou parue, ce soit ma meilleure œuvre. Il faut que ce soit ce que je puisse me dire. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant, donc, je ne sais pas si ce sera sa toute dernière, mais Asadora, donc sa dernière série en cours, c'est vraiment intéressant parce qu'il revient de nouveau à ces thématiques fétiches, les années 60, les kaijus, etc., les films de monstres, et qui est un sujet qu'on voyait en filigrane dans ses œuvres, mais là, c'est vraiment un peu le point central. Et il arrive encore à se renouveler en gardant ses codes de thriller, mais en même temps... à reprendre de nouveau une héroïne avec un personnage plus âgé, un duo un peu improbable, et en même temps explorer le truc des kaijus, la course et les JO donc, de 2020, mais du coup c'est un peu compromis. Non mais voilà, on retrouve plein de choses. Le bien, le mal, très flou aussi, parce que bon, au début quand même dans le tome 1, celui qui devient le héros, je ne sais plus comment il s'appelle, le vieux monsieur, qui est un ancien pilote, kidnappe une petite fille dans un entrepôt, donc tout va bien, mais après il est gentil, quoi. Voilà, oui, non, mais c'est toujours cette absence de manichéisme très très importante. Ouais. Et on l'a dit, tu l'as abordé, il y a encore une héroïne dedans. J'aimerais qu'on aborde, pour terminer, le rôle de la femme et du personnage féminin pour Urasawa dans ses œuvres, qui est très importante. Et je lui avais posé la question à l'époque.
Dans vos mangas, il y a aussi quelque chose qui ressort souvent, c'est le caractère fort des personnages féminins qui sont importants. Est-ce qu'on peut vous caractériser de mangaka féministe? どうなんだろう。女性が強いってよく言われるんですけど、やっぱり女性は強いんだろうなと思うんです。やっぱり子供を産むっていうだけでとっても強い存在だなと思いますし、よくだから男らしくしなさいっていうのは男らしくないから男らしくしなさい。で女性らしくしなさいって女性らしくないから女性らしくしなさいって言われるんじゃないかなと思いますね。Stéphane, est-ce qu'on peut dire que Urasawa est féministe? Oui, on peut le dire. Et je pense qu'il l'est, oui, certainement, dans une certaine mesure. Après, on est au Japon, mais bon, voilà, c'est quelqu'un de très ouvert, qui s'est vraiment ouvert à la culture occidentale, aux idées occidentales aussi, même si les Japonais, enfin, on est toujours dans cette ambiguïté. Mais quand on regarde ces personnages féminins, c'est vrai que c'est des femmes assez exceptionnelles. Moi, je rêverais de savoir comment est Madame Urasawa. Qu'on ne voit jamais. C'est une très bonne question. Je ne l'ai pas vue non plus. Tu as des infos, Alexis? Est-ce qu'il y a une influence de sa femme derrière? Sa mère, sans doute, mais sa femme doit être quelqu'un, j'imagine, d'assez... Oui, je pense que sa maman était aussi un rôle modèle. Oui, c'est ce que disait Valentin tout à l'heure, vu qu'elle était séparée de son père quand il était tout petit. Elle gérait toute seule l'épicerie, plus Urasawa et son frère aîné, donc qui avait 4 ans de plus. Donc ça, très tôt, ça a ancré cette image en lui. Et là, c'est marrant parce que je relisais justement Yawara, et donc c'est un manga des années 80, et déjà, il y a carrément un passage où Yawara discute avec sa mère et qui parle justement des femmes fortes, du fait qu'elles doivent s'occuper elles-mêmes de sa famille, gérer tout ça toute seule. Donc c'est vraiment un truc qui était là dès le début et qu'il a développé dans plein d'œuvres, et notamment dans Happy, où l'héroïne est quand même forcée de jouer au tennis pour pas se retrouver obligée de se prostituer pour rembourser une dette vis-à-vis des Yakuza. De son frère, ouais. Et en gros, c'est un peu les malheurs de Sophie, où toute la structure narrative du manga, c'est à chaque chapitre, on se dit, bon, c'est bon, elle a gagné son match, ou elle a réussi telle ou telle chose, elle ne s'est pas fait expulser de son appartement. Et en fait, pouf, derrière, il y a un nouveau truc qui lui tombe dessus, et à chaque fois, elle arrive à s'en sortir tout en restant fidèle à sa personnalité. Chapitre par chapitre, hein, parce qu'on est happé dans l'histoire de Happy, on ne peut pas le lâcher, hein, c'est une drogue. Et on lui en veut de maltraiter cette pauvre Miyuki comme ça, mais on est là, on fait, mais pourquoi, Ça fait beaucoup, là, on se dit, à un moment donné. Ça rappelle quand on regardait Princesse Sarah et qu'on disait, mais non, mais arrêtez là, arrêtez, vous êtes trop méchants. Et de se voir qu'en fait, elle prend tout, ça lui glisse dessus. Hein. Elle a une peau incroyable. Elle a un recul lui, il dit, elle est bête. Mais bon, c'est comme ça. Et au final, c'est tous ces gens qui vont vouloir la pousser, elle, qui vont se retrouver poussés par elle. Et ce principe de action-réaction qu'on retrouve dans toutes ces œuvres d'effets papillons ou autres, je trouve qu'il est vraiment magnifié dans Happy. Quoi. Non, mais complètement. Et on le rappelle, encore une fois, tu parlais tout à l'heure des années 80, c'est quelque chose que Urasawa a vraiment implémenté très très tôt. Et c'était quand même, encore une fois, les années 80, c'est pas les années 2010 ou 2020. Surtout dans le monde du manga, voilà, le traitement féminin est pas celui-ci du tout. Donc c'était un vrai parti pris, hein, je pense, et c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. On est bientôt à la fin de l'émission. S'il y a une œuvre que vous devez conseiller d'Urasawa, ça serait quoi ? C'est dur. Après, oui, il y a le conseil, bon, tu vas directement sur Monster parce que c'est plus simple, mais pour les gens qui, je sais pas, aiment le manga, mais je pense qu'ils l'ont déjà lu, mais je sais pas, plutôt pour moi, c'est un peu le nec plus ultra, parce que là, on est vraiment, il y a tout, quoi. Il y a l'hommage à Tezuka, mais en même temps, comment revisiter une œuvre qui est déjà proche de la perfection. C'est surtout ce passage-là dans Astro Boy, et comment lui on fait quelque chose de vraiment différent en le tirant, en respectant en même temps l'original, mais en le tirant dans son univers aussi. Moi, je trouve ça personnellement fabuleux, quoi. Je suis d'accord, c'est incroyable. Alexis ? Moi, je dirais Monster quand même, puisque je trouve que c'est son œuvre qui est la plus maîtrisée de bout en bout. On peut la relire plein de fois, on trouve de nouvelles choses. Et peut-être la plus accessible aussi. La plus accessible aussi, même si effectivement, comme on en parlait tout à l'heure, le côté Allemagne, années 80-90, ça peut rebuter au début, mais on rentre très vite dedans. Et bon, après, 20th Century Boys aussi est très bon, mais j'ai plus de réserves du coup par rapport à la fin.
Spoiler. C'est normal. Et bah, du coup, moi, je vais partir sur Yawara pour faire un peu différent. Pour plein de raisons. Bah, déjà, comme vous le savez, que ce soit Adachi ou Takahashi, je kiffe le Shogakukan de ces années-là et aujourd'hui encore. Et on ressent cette légèreté, cette liberté, cette impression, tout est possible. Je pense que c'est presque la plus positive des œuvres d'Urasawa où on se pose peut-être moins de questions, on se laisse plus transporter, on vit et on ressent les émotions et on adore ce chien et chat entre plus Yawara léger, et quoi, son grand-père. C'est beaucoup plus léger, mais en même temps, il y a des problématiques qui sont glissées ici et là, avec une jeune femme qui va tomber enceinte et qui du coup va devoir arrêter la compétition, quelqu'un qui va être arriviste et qui va vouloir se greffer sur les épaules de Yawara pour atteindre la célébrité par ricochet. Il y a vraiment plein de choses. Un amoureux qui essaye d'être là, mais visiblement, elle ne le voit pas. Hein. En fait, voilà, en termes de comédie humaine, on retrouve tout ce que j'aime de tous ces personnages, toutes ces petites histoires secondaires qui existent, qui sont bien menées, sans avoir forcément à avoir un truc aussi pesant qu'on peut avoir dans plutôt Monster, 20th Century Boys, qui sont excellents. Mais faut choisir. Alors moi, je trouve ça magnifique parce que vous m'avez tous cité des œuvres différentes, encore une fois, je le répète, dans des genres différents, mais qui sont tous vraiment d'une qualité premium. On n'est pas dans quelque chose de moyen. On n'est jamais dans quelque chose de moyen, en tout cas dans ces œuvres-là d'Urasawa. Et je suis très heureux d'avoir fait cette émission avec vous parce que je pense, en tout cas, moi, à ma connaissance, on n'a pas un mangaka qui a réussi à exceller avec autant de brio dans autant de genres différents. Donc voilà, merci beaucoup, messieurs, pour cette émission. Pour ceux qui sont frustrés et qui veulent lire plus, il y a Montre-nous. Le guide officiel qui contient... Je vais le prendre pour le montrer. Une grosse interview réalisée par un responsable de chez Shogakukan et c'est vraiment hyper et intéressant. C'est toujours trouvable. Ça, c'est toujours trouvable. D'accord. Il y a un autre livre moins trouvable écrit par quelqu'un autour de cette table. Cherchez-le d'occasion. Il est super bien écrit. C'est vraiment un mec bien. C'est un livre de toi, Alexis. On ne peut pas en dire plus, voilà. Mais renseignez-vous. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà, renseignez-vous un peu. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite bonne soirée et on se retrouve à très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.